Je vais appeler Yannick Hulot, Laurent Daculdi et Jean-Marie Fabre pour la TVA. Ah d'accord. Voilà, alors on quitte la fraude sociale pour un chapitre tout aussi passionnant qui concerne la fraude à la TVA. Alors, qui commence? Allez-y. Merci pour l'invitation. Vous vous présentez, vous expliquez ce que vous faites, et puis vous avez 10 minutes. Je suis Yannick Hulot, je suis citoyen belge. Je suis là à témoigner pour mon expertise en matière de lutte contre les fraudes organisées à la TVA. Donc, je suis conseiller général à l'inspection spéciale des impôts. C'est un service spécialisé dans la lutte contre les grandes fraudes. Et notamment, je viens ici pour témoigner d'une expérience avec succès, qu'on a développée avec succès en Belgique, contre les fraudes organisées à la TVA. Donc les fraudes organisées à la TVA, c'est un fléau, seulement d'ailleurs le fléau numéro 1 en termes de pertes financières. J'ai entendu parler de fraude sociale, je m'en occupe aussi chez nous, et je sais que la fraude à la TVA peut être très dangereuse parce qu'elle est très concentrée. Il faut savoir qu'une affaire moyenne de fraude à la TVA représente environ 1000 contrôles fiscaux donc, de PME, donc, en termes de pertes moyennes. En 2000, on perdait 1,1 milliard d'euros en Belgique, et donc là il y a eu une prise de conscience qu'il y avait un réel problème. On a développé une nouvelle approche, notamment basée sur les technologies, sur la coopération internationale et la coopération interdépartementale, qui nous a permis assez vite, en 2-3 ans, de réduire à 25 millions d'euros, selon un plancher minimum, qu'on maîtrise maintenant annuellement. On parvient uniquement de l'impôt, de la TVA, de la taxe, des droits, et donc on est passé d'1,1 milliard à 25 millions. Je sais que l'expérience avait été suivie de France à l'époque encore, mais jamais transposée à ce jour. Ce qui est un peu mon désarroi, parce que j'ai essayé d'interpeller mes collègues sur les possibilités qu'il y avait, en tout cas, à pouvoir développer les mêmes expériences. Il faut savoir qu'en fait, l'augmentation des taxations, ce n'est pas un bon indicateur. J'ai pu lire dernièrement que l'augmentation des taxations en matière de lutte contre la fraude TV augmentée, souvent c'est un indicateur simplement des pertes, et on est purement dans le réactif. Et puis quand on s'intéresse vraiment au recouvrement, mais le recouvrement est souvent inférieur à 1% de cette somme. Donc ce n'est pas du tout notre méthode, c'est une nouvelle approche ultra précoce, ce n'est pas du préventif, on va directement intervenir dès que la fraude commence. Vous pouvez nous donner un petit exemple de fraude à la TVA pour ceux de nos amis qui sont là et qui ne manipulent pas forcément le sujet? Là, donc, c'est surtout la fraude intracommunautaire qui représente environ 75% du grand fraude à la TVA. C'est en fait le système européen qui va vous permettre d'acheter les biens sans TVA, ou les services d'ailleurs, et les revendre avec la TVA. Et au lieu de reverser, vous allez empocher cette TVA. Et surtout, vous allez faire tourner ça très vite. De là, l'appellation usuelle, carrousel, qu'on utilise. Voilà. Donc, et là, ils empochent à chaque tour d'une manivelle des montants de TVA. Vous savez, on est dans le trading. Là, on peut être en opération en millions d'euros assez rapidement. Alors, sur l'évaluation, parce que j'ai cité des chiffres, il faut savoir que l'évaluation, que tous les chiffres sont bons. En matière de fraude organisée à la TVA, c'est comme le vin. Il y a les bonnes années et les mauvaises années. Ça dépend pour qui l'année est bonne ou mauvaise. Mais on parle quand même de milliards d'euros. Il faut savoir que pour la France, je crois que même une évaluation prudente de 10 milliards pour l'ensemble de la fraude, ça représente 27 millions d'euros par jour. Vous imaginez, au bout de la semaine, on est déjà à des montants très importants.
Alors avec notre système qui a été mis en place, en fait, on a pu quasi éradiquer, il y a encore des tentatives, mais directement elles sont éprouvées des détections. Alors comment on a mis ça en place? C'est ça, on a un système d'analyse qui nous permet d'avoir un rapport vraiment journalier à la demande. On sort un journalier, une page qui vous donne l'état des lieux. Et donc c'est important, l'état des lieux, où vous en êtes, ce que vous perdez, là où ça ne va pas, où l'argent part. On est purement dans l'ultra précoce par rapport au réactif, c'est-à-dire au réactif. Donc le fraudeur il ouvre le robinet et vous allez éteindre le robinet. Et c'est un jeu sans. On croyait peut-être sans fin, mais nous en Belgique on a vu que le fraudeur il ne veut plus jouer avec nous. On éteint le robinet trop vite et ça ne l'amuse plus, et par contre les risques sont quand même toujours là. On a moins de cas, et peut-être c'est 5 ans de prison, c'est la peine qui est possible chez nous, il les fera. Donc il dit je vais peut-être prendre 50 000 €, mais je suis sûr de prendre 5 ans, on a une bonne coopération interdépartementale, il détecte après, donc nos détections vont entre 1 jour et 1 mois. Donc c'est quelque chose d'assez ciblé, c'est très ciblé. Nos modèles sont un peu poudre de cristal. Quand on sort des listes, on ne sort pas des listes interminables de noms, on sort... Quels sont vos... Pardonnez-moi, mais je fais là pour avoir du son. Dites-moi, quels sont vos contacts, comment il marche votre logiciel, quels sont vos partenaires? Parce que l'idée générale, c'est qu'en fait, nous on attend les déclarations de TVA mensuelles, voire annuelles, avant de mettre en place un système qu'on ne met pas d'ailleurs en place. On attend d'être bien sûr qu'il y ait de la fraude, on appuie bien là où ça fait mal, et qu'on est bien sûr qu'il y ait de la fraude, peut-être on va réagir, et si c'est pas trop tard. Donc vous faites la détection précoce, comme en matière de terrorisme, c'est-à-dire que avant le passage à l'acte, c'est mieux. C'est ça que vous êtes en train de faire. Quels sont vos partenaires? Comment ça marche? Alors ce n'est pas avant le passage à l'acte, parce que justement je lutte contre ça, mais c'est juste après le premier acte criminel. C'est là la grande différence. Alors on a une douzaine d'approches dans ce qu'on appellera le réseau carrousel. Donc c'est ça qui fait notre force aussi. Il faut savoir que la Belgique, par exemple, en 2008-2009, a été totalement protégée de la fraude du code carbone, pour ceux qui suivent l'actualité sans doute, par cette méthode de détection précoce. Et donc on a cette douzaine de recettes qui est ensemble. On utilise l'analyse réseau qui va nous permettre de faire remonter à la surface les problèmes les plus importants. Et là on a vraiment créé un cercle vertueux. On se rend compte qu'en traitant les plus gros cas, il y a toute une série de cas collatéraux qui vont être aussi éliminés, ce qui nous a permis maintenant d'avoir une situation saine, et chaque fois je dirais qu'il y en a un qui passe la tête un peu plus que les autres, directement on intervient, et donc on a une maîtrise. Aussi par cette de pouvoir traiter les données, on les traite très vite. Donc les algorithmes sont relativement simples, mais les itérations sont très fréquentes. On peut faire tourner le modèle tous les jours, et surtout pour l'ensemble de la population. Il n'y a pas de possibilité après pour le fraudeur de dire mais je veux faire comme ceci, comme cela. Non, parce que la fraude carrousel est assez simple dans son système, mais elle est assez limitée aussi pour lui, il est obligé de commettre des actes délictueux à un moment donné, et qui sont visés par notre système de détection. Donc il sera à ce moment-là, voilà, reprendre. Donc par rapport aux données, oui, la France a évidemment les mêmes données qu'en Belgique, nous n'avons pas de recettes pour les frites et le chocolat, mais bon, sinon on a des données qui permettent cette détection. Donc je vous trouve un peu faible, vous avez aussi les gaufres. Ah ouais. Mais elles n'interviennent pas heureusement dans nos modèles, donc nos modèles sont transposables. Et je reviens tout à l'heure justement sur la CNIL, c'est belge de travailler un peu n'importe comment avec beaucoup de données. Ah non, non, pas du tout. Eh bien, j'avais en 2016, à la Cour des comptes, il y avait une réunion sur la lutte contre la fraude qui avait été organisée, et posé la question directement au président de la CNIL. Il dit voilà, je suis en Belgique, je fais un modèle. Il dit effectivement, je suis au courant. Est-ce que, effectivement, souvent opposé la CNIL à la réalisation de ces mêmes projets en France? Et le président m'a répondu, monsieur Lo, si j'avais reçu une demande de ce type de projet, j'aurais peut-être pu me prononcer. Nous avons la DGFIP qui était là, qui nous a fait confiance. Et effectivement, en matière de carrousel TVA, on est dans le crime organisé, je connais les données que vous utilisez, je ne vois pas pourquoi la CNIL aurait pu s'opposer à ce type de projet particulièrement proportionné par rapport aux finalités qui doivent être atteintes. Donc voilà un peu de ce dont je voulais témoigner. Et
Voilà, qui pourrait en tout cas une expérience européenne qui pourrait être transposée, d'ailleurs qui a été transposée dans beaucoup d'États de l'Union. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Jean-Marie Favre, officier des droits judiciaires spécialisé dans la fraude à la TVA. Vous allez faire une présentation un peu plus générale. En fait, j'aurais peut-être dû commencer par vous et avoir la solution après, mais on raccrochera la séance, c'est pas très grave. Merci pour m'entendre bien. Okay, pour me présenter, juste, je n'interviens pas ici à titre institutionnel, en revanche, mais à titre syndical, puisque je suis aussi secrétaire général d'agence de l'UNSABOT, qui est un syndicat qui, depuis environ 10 ans, est facilement lanceur d'alerte sur ce sujet-là, en complément d'autres traditionnels lanceurs d'alerte, parce que ce sujet n'est pas résolu. Donc, après que Yannick Culot, qui est un immense spécialiste de sécurité, a parlé, je ne mentirai pas en disant que nous avons toujours, bien sûr, devant leur méthode, mais aussi devant leurs résultats. Vous voulez, vous avez tout à fait raison sur un sujet, j'en prendrai un autre, que vous avez pensé tout à l'heure, c'est un sujet qui est transpartisan. C'est important de le dire parce que dans notre Assemblée et à l'Assemblée nationale également, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont en conscience de l'importance de ce sujet et surtout de la facilité avec laquelle on peut le combattre. Ce qui interroge d'autant plus. Parce qu'on parle de fraude fiscale, on est dans un domaine où la fraude est avérée. On n'est pas donc dans l'optimisation fiscale, pour reprendre les termes de la question qui était posée tout à l'heure sur la gauche. On est bien sur la fraude avérée, donc on est dans la légitimité totale, dans l'engagement des moyens de lutte maximum qu'on pourrait mettre pour la combattre. Voilà, alors juste pour faire quelques constats, puisqu'on a tendance à s'enfermer dans la notion de fraude fiscale au sens administratif du terme. Là, on a un peu glissé, puisque la fraude à la TVA, qui est un sujet qui paraît très excitant en tant que tel, un sujet tout à fait passionnant. Aujourd'hui, c'est la criminalité organisée qui investit ces sphères-là. Et sans faire un inventaire à travers la typologie des fraudes, en gros, on assiste à ce qu'on a l'habitude de nommer comme étant un braquage permanent de la force publique. En fait, on a troqué pour le braqueur la cagoule, les armes et les véhicules volés contre des sociétés, un attaché-caisse, un costume et un numéro de TVA intracommunautaire, en l'occurrence. Pour parler des chiffres, des estimations de la fraude, c'est toujours un petit peu aléatoire, mais puisque par définition, c'est l'opacité, le caractère occulte qui prévaut. On a quand même chaque année un vieil gap, donc un écart de TVA qui est chaque année émis, mesuré par la Commission européenne et qui, cette année, donnait un chiffre pour la France d'un peu plus de 20 milliards d'euros, donc il faut déduire tout de même un certain nombre de faillites et autres, puisque la modélisation d'évaluation de la fraude fait que il ne s'agit pas que de fraude qui rentre en compte pour le calcul de ces pertes de TVA. On est sur 10 à 15% de perte de la première recette de l'État. Donc c'est ce facteur qui fait que on a l'impression qu'en fait, pour ceux qui jouent à la fraude à la TVA, c'est un peu comme jouer à l'euro-million finalement, et gagner à tous les coups, hélas. Donc cette prédation des finances publiques est, à l'inverse de la fraude fiscale, une logique inversée. La fraude fiscale, bien souvent, c'est ne pas payer l'impôt. Et dans l'escroquerie à la TVA, c'est tout l'inverse, en fait, c'est se faire remettre l'impôt, et on a vraiment une inversion complète du paradigme. Une taxe sur la consommation est un poids pour un certain nombre de personnes, elle est une opportunité criminelle permanente dans un certain nombre d'organisations qui la voient comme une cible et veulent se l'approprier quand d'autres la payent. Voilà, c'est donc ce paradoxe et c'est bien de ce dont nous parlons aujourd'hui, pas ceux qui la payent qui vivent ce poids, mais les organisations criminelles qui ont pris la place pour faire cette prédation. Juste un petit rappel, parce que la TVA est collectée par les entreprises, doit être restituée à l'État. C'est juste pour le compte de... Évidemment, pour les particuliers, c'est un peu différent, mais pour les entreprises, c'est collecté pour l'État. Donc, vous voyez bien un dispositif. On va acheter un certain nombre de produits dans des endroits où il n'y a pas de TVA pour les revendre dans des endroits où il y en a, et bien évidemment pas payer... pas restituer à l'État cette TVA. Donc c'est un système qui est assez juteux. Vous allez nous expliquer. Oui, tout à fait. Disons qu'en 1993, la suppression des frontières intracommunautaires a largement facilité l'explosion de ces fraudes, puisqu'on est passé d'une déclaration de loi à une simple déclaration statistique, et la libre circulation des marchandises et des capitaux est un facteur de multiplication
simplification et de facilitation de ces fraudes. Voilà, donc en gros, la fraude à la TVA a été un moyen de permettre en fait, d'avoir un accès au marché et de casser l'atteinte anticoncurrentielle, parce que la fraude à la TVA sur ses premiers mécanismes permettait d'avoir des prix inférieurs au prix du marché, et puis un certain nombre de prix malins ont vite compris qu'au-delà de l'avantage anticoncurrentiel que pouvaient avoir un certain nombre de fraudeurs qui gardaient la TVA et qui donnaient leur marge commerciale, on avait aussi une opportunité pour faire la prédation de ces TVA. Et de fait, pour remettre un peu à nouveau quelques chiffres, le montant annuel estimé du rapport du trafic de stupéfiants, tel que l'INSEE l'a incorporé dans le PIB français, de 2,7 milliards d'euros par an. Donc, du coup, la criminalité organisée a trouvé un bilan avantage largement supérieur à quasi investir, et c'est là que comme je vous disais, investir le lien, c'est une investissement, notamment de l'argent, du trafic de stupéfiants et autres. Vous avez tout à fait nommé le fait qu'il y avait plus de frontières finalement entre les différents types d'infractions. Effectivement, on s'aperçoit également que le trafic de stupéfiants et ses produits donnent lieu à des investissements dans les cartels de TVA, avec une logique de rentabilité. On est passé de cas de blanchiment qui coûtaient à des cas de blanchiment qui rapportent, et au détriment du trésor public. Voilà, c'est bien ce sujet-là qui est un sujet de préoccupation, puisqu'il a atteint un niveau macroéconomique. On a vu qu'on avait des groupes criminels qui avaient la possibilité de déstabiliser des marchés complets. L'exemple du carbone mentionné par Yannick Culot tout à l'heure est vraiment l'artefact de stimulation qui a eu lieu en 2009, où finalement Bounet, qui était la place de marché consacrée, a plié tout simplement le bagage, et c'était uniquement dû au fait que l'opportunité criminelle d'avoir de la TVA sur des transactions liées au quota d'émission de carbone a mis à mal ce dispositif qui était à la base vertueux. Voilà. Donc, ce que nous voyons en termes de diagnostic de la délinquance aujourd'hui, finalement, ce ne sont plus des cols blancs, c'est plutôt des cols gris. On a vraiment cette infiltration, y compris d'économie réelle, par des groupes criminels, qui, soit parce qu'ils utilisent ces mécanismes anticoncurrentiels, soit parce qu'ils veulent directement se faire remettre de la TVA et partir avec. Et on peut aujourd'hui déclasser le mythe du délinquant en col blanc pour officiellement le requalifier en col gris. Voilà, donc classiquement attaqué sur la fraude fiscale, j'ai quelques souvenirs en tête, notamment un rapport de 2012 de la Cour des comptes qui avait nommé la méthode du contrôle fiscal qui est le recours classique contre ce qui est au moins qualifié de fraude fiscale comme n'étant pas le moyen le plus adapté. Pourquoi? Parce que nous, c'est une douane judiciaire, service auquel j'appartiens, nous traitons cela sous le nom de l'escroquerie. On est dans une logique d'escroquerie à l'impôt, c'est-à-dire se faire remettre de l'argent, en l'occurrence, avec une victime qui n'est pas considérée comme une victime, qui reprend les propos qui confirme les propos qui ont été tenus tout à l'heure, parce que c'est l'État. Ça, c'est assez inadmissible en tant que tel, d'imaginer que lorsque l'État est victime, il n'y a pas de victime. Voilà. Donc, cette logique d'escroquerie, c'est malgré tout des manœuvres frauduleuses qui ont pour objectif de se faire remettre de l'argent public, et c'est puni, quand c'est commis en bande organisée, c'est-à-dire la plupart du temps, de 10 ans de prison. Mais sur un quantum de peine qui est intéressant, on est à la lisière de peines criminelles pour les atteintes à la sûreté budgétaire de l'État, mais on a là un moyen d'accroche que nous déployons depuis 2004 dans nos services, c'est-à-dire la loi PERMET 2, pour avoir une porte d'entrée retrouvée à travers le judiciaire dans cette matière. Voilà, alors, je dirais tout n'est pas négatif. Tout n'est pas négatif. Quand même quelques propositions. Exemple belge, comme on le disait, mais ils ont procédé quand même par un certain nombre d'étapes dont il est possible de s'inspirer. Tout d'abord, c'est éviter le déni de la fraude. La nommer, c'est extrêmement important, on ne va pas faire de psychanalyse, mais nommer la fraude, c'est déjà la reconnaître, l'évaluer. Évaluer la fraude, je crois d'ailleurs que le ministre Gérald Darmanin a proposé à l'automne d'avoir une évaluation franco-française de ces fraudes. Voilà, on parlerait peut-être avec les chiffres communautaires, mais on a déjà un premier pas, un premier élan qui est passé.
D'autre part, donc c'était élan communautaire. Pourquoi? Parce que la Commission européenne pousse énormément derrière, parce qu'il y a une part de redistribution de la TVA collectée au niveau français au profit des ressources propres. Donc on a une incitation communautaire qui est extrêmement forte et qui fait qu'il nomme aussi la fraude, et notamment la nôtre, qui nous renvoie finalement notre mauvaise copie, et c'est un message qui dit améliorez-vous. Voilà. D'autre part, la décelée. Alors la décelée, je ne vais pas revenir sur ce qui a été précisé par Yann Culot. Oui, on en a envie, et oui, on peut le faire, et en fait, la seule chose qui est importante, c'est gagner la bataille du temps. On sait très bien que les enquêtes sont longues, et qu'un certain nombre d'artifices sont utilisés par les personnes qui ont anticipé le contrôle fiscal et qui ont des pare-feux, et qui font circuler leur argent à travers un certain nombre de structures sociales, gérantales et autres. Donc l'importance primordiale de détecter le plus rapidement possible et de traiter quasiment en mode flag, comme on dit en langage police, en flagrant délit, ces cartes de TVA, est extrêmement important. Voilà, donc pour la combattre au niveau le plus approprié, il y a des services qui sont des services judiciaires qui sont compétents sur cette matière, des droits indirects en l'occurrence, tels que le mien, et il est évident qu'il faut allier les différentes compétences. Il y a des services administratifs, je pense à la Direction nationale de renseignement et des enquêtes douanières, qui est très investie sur une fraude qui est à la base d'une fraude douanière qu'on appelle, sans rentrer dans les détails, la fraude d'origine 42, en l'occurrence, et on a des savoir-faire qui sont exploités, qui ne sont pas assez exploités dans cette matière-là, et qui peuvent être alignés pour ce faire. J'ai parlé de la Commission européenne, mais je vais parler aussi rapidement dans les différents élans et dans les solutions intéressantes du parquet européen. Le parquet européen, c'est important parce qu'il va avoir la compétence, et c'était d'Urlut, la compétence sur les caractères de TVA, sur ce qu'on appelle l'anti-fraude, à partir d'un seuil qui est extrêmement élevé, 10 millions de préjudices estimés, mais on va avoir au niveau européen donc décliné sur le territoire français un outil complémentaire, un autre outil positif, qui est le parquet national financier, qui s'est saisi d'un double champ de compétences notamment, qui est fraude fiscale et escroquerie à la TVA. Donc on a ces outils qui vont progresser. Et pour autant, au niveau national, il y a encore un certain nombre de choses qui peuvent être faites pour déceler au niveau franco-français dans le gap entre les 10 millions dont on parle et autres. On a un certain nombre d'outils, je pense à l'Eurofisc, qui collecte un certain nombre de données intracommunautaires et qui peuvent être panachées, partagées avec les autres offices européens, Europol en l'occurrence, pour arriver à une meilleure articulation. Je pense que c'est là la guerre de la guerre, une meilleure articulation entre l'administratif et le judiciaire. Aujourd'hui, on a des progrès considérables qui peuvent être réalisés dans l'articulation des actions administratives et judiciaires, parce que c'est vrai que le contrôle fiscal n'est pas l'alpha et l'oméga, parce qu'il n'est pas adapté à la criminalité organisée, le judiciaire ne peut pas tout, et donc c'est bien le rapprochement de ces entités qui fera qu'on aboutira sans doute à cela. Voilà, donc on nous parlait récemment d'état d'urgence. Il faut tout à fait imaginer un état d'urgence décrété par la lutte contre les fraudes aux finances publiques. C'est une priorité. C'est facile à faire comme ça, parce qu'aujourd'hui, même si la matière est technique, elle est souvent trop caricaturée sur les temps techniques, et c'est-à-dire que ça coûte extrêmement cher. Il y a des spécialistes de ces matières, et il faut aligner mon avocat dans un certain sens pour permettre une efficacité accrue. Voilà, un artefact fort de stimulation. Bravo, stimulons. Donc il faut encore de la volonté. Alors bon, ça a l'air abstrait comme ça la TVA. Enfin, si vous achetez vos cigarettes et que vous passez la frontière pour acheter des cigarettes, vous fraudez déjà la TVA. Vous voyez, c'est simple. Monsieur Dalcusi, qu'est-ce que vous nous dites là-dessus? Donnez-nous quelques exemples clairs pour qu'on puisse remettre les éléments et qu'on voit à quel point c'est important. Alors je voudrais juste signaler, parce que j'ai quelques remarques sur les gens qui nous suivent, disant mais quand est-ce que vous avez parlé de la fraude fiscale? On en parle de la fraude fiscale. Alors on ne parle pas de la grosse fraude aujourd'hui, ça, c'était un choix. Notamment la fraude sociale, parce qu'on n'en parle pas assez, que comme vous l'avez vu au début de cette réunion, on a un sujet, moins qu'on puisse dire. La fraude à la TVA, parce qu'on n'en parle pas tellement et qu'elle est quand même majeure.
Donc c'était un choix. Et la troisième partie, si on y arrive sur le consentement à l'impôt, ça fait aussi partie de ça, parce que dans le débat aujourd'hui sur les revendications, notamment des Gilets jaunes et toute cette problématique de revenus, et puis aussi de services publics et d'amélioration des services de l'État, sans compter les services de la dette, qui vont exploser l'année prochaine, là aussi, on ne pourra pas financer que par l'endettement, ni par l'augmentation de nos impôts. Donc il va bien falloir aller chercher l'argent là où il est, dans les fraudeurs fiscaux, les fraudeurs sociaux et les fraudeurs à la TVA, parce que là aussi, il y a des outils qui sont probablement plus faciles à mettre en place. En tous les cas, notre ami qui vient de Belgique nous l'a montré, et on pourra s'interroger pour savoir pourquoi la France n'est toujours pas en place, alors que depuis que vous l'avez mis en place, d'autres pays européens l'ont mis. Peut-être qu'il faudra attendre que Bruxelles, au terme des prochaines élections européennes et de la prochaine commission, nous l'impose. Cher Laurent. Oui. Volontiers. Parlez bien dans le micro bien fort, parce que sur la retransmission, sinon on n'entend pas sur la retransmission web. Très bien. Alors je vais prendre le titre Acte à la fraude, TVA, une fraude et vous payez. Vous payez effectivement, puisque la fraude TVA, on rappelle comme le chiffre, 20 milliards, sur ces 20 milliards de fraude à la TVA, à peu près un tiers est la fraude carrousel. Fraude carrousel, vous l'avez bien compris, il ne s'agit pas d'aller chercher un de nos concitoyens qui fraude l'État français, mais des réseaux organisés, ce qu'on appelle la mafia, de la délinquance criminelle. Des gens qui, certains d'ailleurs, des fois se pavane dans la presse, il y en a l'air même en prison, et qui s'orgueillait d'avoir fraudé des millions d'euros à l'État français, c'est-à-dire votre argent. Alors qu'en est-il on donnait un éclairage sur la fraude TVA, et moi je prends pragmatisme, alors le pragmatisme de nous, comme vous, et l'action des Gilets jaunes aussi le démontre, c'est d'aller voir effectivement un dosé. Alors j'en ai vu un certain nombre, parce que ça fait à peu près 4 ans, 5 ans, je tente de convaincre notre gouvernement, le législatif et l'exécutif, à lutter contre ce préjudice majeur pour nos enjeux des finances publiques, puisque lorsqu'on évoque 8 milliards par an et que l'on paye un impôt sur le revenu, je crois, 74 milliards, vous voyez qu'effectivement, on doit se poser la question, que fait-on? Alors que fait-on? Parce que j'avais évoqué ce sujet avec Arnaud Montebourg il y a déjà quelques années, il évoquait la complexité que donnait, la complexité de la lutte contre la fraude de son administration. Il évoquait le sujet. Cette complexité, vous allez voir, elle suit parcours après parcours, ministre après ministre. Puisqu'ensuite, j'ai pu voir Stéphane Le Foll ou Christian Ackerts qui me disaient à peu près la même chose. Sauf qu'il y avait quand même un petit écart, et vous comprendrez, c'est qu'à l'époque, lutter contre la fraude et de faire de la prévention, ça veut dire qu'on va bloquer le remboursement de la TVA. Et à l'époque, pour faire une enquête pour l'inspection fiscale, c'était entre 8 mois à plus de 12 mois. Ce qui veut dire que pour exemple, le tissu industriel fragile comme de notre pays, si on bloquait le remboursement à TVA, on pourrait mettre à mal quelques entreprises. Et imaginez les articles derrière et pour un gouvernement de se faire accuser d'avoir déposé le bilan d'entreprise en Normandie alors même qu'ils ne fraudaient pas. Donc on laisse la fraude et on va la détecter. Pourquoi en Normandie? Un exemple en Normandie parce qu'on y était il y a quelques jours. D'ailleurs que chez moi. Je pensais que ça allait résonner du coup. Donc effectivement, là on peut le comprendre que politiquement, à partir du moment où c'était long, il y avait à diminuer au niveau de l'enquête. Et c'est le cas puisque dans le cadre de ce nouveau gouvernement qui me semble pragmatique, pour avoir rencontré un certain nombre d'élus, de députés, et avoir écrit à Gérard Darmanin, nous avons pu avoir une réponse qui confirmait le fait que c'était un enjeu majeur pour nos finances publiques, qu'il fallait aller à l'action. J'ai même entendu il faut faire autrement. C'est un nouveau son. On a été reçu au mois de juin, accompagné de Yannick Jadot, parce que la meilleure façon de démontrer que c'est efficace, c'est de montrer que les pays européens, nos voisins, y arrivent.
L'Espagne y arrive. La Belgique l'a montré, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Estonie, l'Autriche, la Pologne. Je ne vais pas faire la liste, mais elle est très longue. Et on s'aperçoit assez rapidement que la France est très en retard, voire même peut-être 10 ans de retard sur ces sujets-là de détection précoce sur la lutte contre la fraude. Alors le ministre nous reçoit, accompagné donc de Yannick Hulot, par son conseiller au mois de juin, et assez rapidement on voit le pragmatisme effectivement de son cabinet de dire qu'il faut faire autrement. Allons-y. Et nous proposions donc l'année dernière de mettre à disposition non seulement un logiciel de détection que utilisé par l'ensemble de ces pays européens, et les algorithmes qui ont été développés par nos amis du ministère fédéral belge. C'était le meilleur moyen pour montrer par une expérimentation de 2 mois, si oui ou non, d'abord le préjudice, et combien on pouvait récupérer. Le cabinet du ministre nous donne clairement un go. Allons-y. Si vous attendez, qu'est-ce que vous attendez de moi? Un go. Nous le tenons, et ensuite, c'est là que la complexité revient. Il faut convaincre l'administration fiscale sur le sujet. Et c'est beaucoup plus compliqué. Et au mois de septembre, le cabinet du ministre nous dit: je ne vous cache pas que même si on a trouvé au sein de l'administration des volontés de pouvoir le faire, nous avons aussi dans d'autres départements un certain nombre de personnes qui ne semblent pas pouvoir véritablement accompagner ou ayant une réticence à le faire. Alors après, je pense que Charles Prats vous donnera encore d'autant plus d'éléments sur cette réticence. Mais à ce jour, effectivement, nous n'avons toujours pas démarré une expérimentation. Et moi, je vais vous donner juste un éclairage. L'éclairage, c'est que aujourd'hui, si on ne détecte pas de façon précoce, c'est qu'on essaie de détecter par les inspecteurs de finances une fraude TVA plus une fraude transactionnelle, commerciale. C'est ça qu'ils veulent détecter. Lorsqu'on est face à la fraude carrousel TVA, on s'adresse à de la délinquance criminelle. Et ce qui fait que les algorithmes qui sont mis en œuvre dans l'ensemble des pays européens croisent les détections évidemment de transactions, mais va aussi détecter, et c'est ce qu'on appelle l'analyse réseau, détecter, nous présente, si je vous donne un exemple, par exemple de directeurs généraux qui tout d'un coup deviennent directeurs généraux de certaines entreprises au même moment, qui n'ont jamais eu de passif de directeurs généraux, et ils créent l'entreprise très vite, elle se ferme très rapidement. Tout ça, c'est des choses qu'on peut détecter assez rapidement, et il faut croiser aussi bien donc, la partie détection d'algorithmes de délinquance, crime organisé, et évidemment aussi ceux de la transaction. Ça veut dire qu'en termes d'organisation, c'est un couplage entre les douanes et l'inspection des finances. Et la France, curieusement, par rapport peut-être à d'autres pays, a fait ce choix d'isoler ces identités, l'historique Charles Prats, on reviendra dessus. Mais c'est important de considérer qu'aujourd'hui, si on veut être performant sur le sujet, il y a bien regroupé, parce que aussi les données qui nous sont nécessaires sont aussi bien au sein de la DGFiP que sont aussi au niveau des douanes, c'est de regrouper l'ensemble qui nous permettra une réussite sur nos expérimentations. Merci beaucoup. Je vais donner très rapidement la parole à Charles Prats pour qu'il nous fasse l'historique, parce qu'en fait, comme ça, vous allez... Parce qu'il était présent, comme ça, vous allez pouvoir comprendre. En réalité, vous avez vu l'étendue de la fraude, sa simplicité, le système, et maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi ce système n'est pas en place. De la même façon que sur la fraude sociale tout à l'heure, on a ici une fraude à la TVA qui est majeure, pour lequel on propose des dispositifs, pour lequel l'administration freine à la mise en place de dispositifs qui pourraient économiser, en tous les cas, à peu près 8 milliards par an, par exercice. Oui, alors très rapidement, pour vous refaire un peu l'historique du truc, à l'époque, alors je ne sais pas si ça se fait encore, mais à l'époque, tous les ans, vous aviez à l'université d'Aix-en-Provence, où je donnais des cours dans une vie antérieure, un séminaire sur la fraude à la TVA, qui se tenait dans le cadre du Master 2 lutte contre la criminalité organisée financière, et auquel participait M. Hulot, qui alors je ne sais pas si vous étiez déjà patrouilleur au fisc à l'époque ou si vous alliez le devenir, mais voilà. Et donc, je vais à ce séminaire en 2011, et puis on discute, et puis il nous explique son logiciel. Et moi, j'étais magistrat de la délégation sur la lutte contre la fraude. Puis alors, la fraude à la TVA, c'est un peu mon dada. C'était les premières réunions que j'avais faites à l'époque, quand je suis arrivé à la DNF en 2008, où j'avais expliqué à l'été 2008 comment il fallait faire
pour mieux lutter contre les escroqueries à TVA, puisque moi je partais du principe que si on arrivait après la bataille, une fois que le fraudeur avait fraudé, on ne trouvait pas l'argent. Donc ma position c'était de dire il faut travailler au pénal, l'association de malfaiteurs, ceux qui font du droit voient à quoi je fais allusion, à savoir d'utiliser l'incrimination qu'on a en droit français pour interpeller les gens sur les éléments préparatoires à l'infraction. Et donc je voulais faire ça en matière d'escroquerie à TVA. La Direction générale des finances publiques à l'époque en 2008 s'y est fondamentalement opposée, à tel point qu'ils avaient interdit au patron de la NEF de venir à la réunion. C'était quelques mois avant Next, ils n'ont pas voulu travailler comme ça. Comme je dis toujours, c'est qui a pris 5,5 milliards de la Direction générale des finances publiques, parce que si on avait travaillé comme ça sur Next, on stoppait le problème au mois d'octobre. Après. On stoppait le problème de la fraude au CO2, de la fraude au quota carbone, et on n'avait pas le problème à 1,5 milliard qu'on a connu avec le développement de cette fraude au quota carbone. Donc en 2011, je découvre l'existence de ce système de détection précoce, puisque la Belgique avait changé son mode opératoire, son organisation en créant un service commun à l'OCDFO, donc contre la PJ et l'inspection spéciale des impôts, sous le chapeautage du procureur du roi, puisque là c'est pas le procureur public, c'est le procureur du roi. Ils ont un peu un système assez semblable au nôtre, et c'était très efficace. Alors il m'explique, voilà, nous en 15 jours on détecte des transactions frauduleuses, on y va, on annule les numéros TVA, on passe les bracelets au bonheur, et en fait le système belge, pourquoi est-ce qu'il fonctionne? C'est tout bête, hein. C'est vrai que moi quand j'étais inspecteur des douanes, tout passait par la Belgique. Dans les cartes de TVA, des escroqueries TVA, la Belgique était devenue la plaque tournante européenne de la fraude à la TVA. Je pense qu'ils en ont eu marre, ils ont pris le taureau par les cornes, et d'un seul coup, eux, ils ont éradiqué le problème. Regardez les chiffres, les résultats, ils étaient là. Ils avaient éradiqué le problème des escroqueries à la TVA. Donc moi, je rentre à Paris avec ça, ma besace, et je dis, mais attendez, c'est fantastique en plus. Et ils m'ont dit que ça marchait en France, on avait le même système fiscal à peu de choses près, et qu'on pourrait l'utiliser, et ce serait génial. Donc je me dis, tiens, je viens de trouver de quoi éradiquer 90% des cartes jeunes de TVA pour gagner plein de sous. Et ça, j'ai toujours des fois des côtés un peu naïfs, de toute façon. Et j'arrive à Paris, et là, on m'a bien vite fait comprendre que la DGFiP ne voulait absolument pas utiliser ça. Et alors ça a été hallucinant, c'est des Belges racontent n'importe quoi, mais c'est pas vrai, mais ça marche pas, mais on veut faire le truc nous-mêmes, etc. Donc là, on était en 2011, c'était il y a 7 ans et demi cette histoire. Et ça dure. Alors après, il se trouve que plus tard, j'ai rencontré Laurent Daculzy, je savais pas que c'était eux qui avaient fait le logiciel. On en repart, je dis tiens, vous en êtes où? Et ça continue, et l'administration française ne veut pas. Alors après, je me suis demandé pourquoi. Il se trouve que je suis l'ancien secrétaire général d'une de cette fédération de fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Je connais un petit peu la maison de Bercy quand même. J'ai une petite casquette syndicale et je connais les ouailles, les anciennes ouailles. Le problème, c'est quoi? Il est très simple le problème, je vais vous l'expliquer, ça va vous énerver. Quand vous regardez les résultats en matière de lutte contre la fraude, donc la DGFiP, les services fiscaux vous expliquent, ou la presse explique qu'il y a 20 milliards d'euros de fraude fiscale détectée tous les ans, etc. C'est pas 20 milliards. 20 milliards, c'est le montant des redressements plus pénalité. Le montant de la fraude fiscale détectée en France tous les ans, le dernier chiffre disponible, c'est pour 2017, c'est très exactement 3,96 milliards d'euros. Ce sont les droits détectés qui entraînent l'application de pénalités répressives supérieures à 40%. C'est l'indicateur de performance de la fraude fiscale détectée. C'est 1,4 milliard d'euros par an détectés par l'ensemble des services fiscaux. Et tous les ans, ça tourne entre 3 et 4 milliards d'euros. Bon. Si là, vous avez un système qui vous permet de détecter 8 milliards d'euros de fraude TVA, c'est-à-dire 2 fois plus, mais que pour que ce système marche, pour que ça marche, il faut que vous utilisiez des services qui interviennent immédiatement. Les services fiscaux ne sont pas en capacité d'intervenir immédiatement, et pour une raison toute bête, c'est que le livre des procédures fiscales n'est pas fait pour ça. Le livre des procédures fiscales n'est pas fait pour faire du flag, n'est pas fait pour faire du saut dessus. Éventuellement, le code des douanes le permet, et le code de procédure pénale principalement le permet, parce qu'en plus, il y a des saisies d'avoir, etc. Qui est l'administration qui, naturellement, va recevoir les dossiers dans ce cas-là? Parce que si vous voulez travailler comme ça avec un logiciel de détection précoce, comme le font nos amis belges, il faut judiciariser, c'est-à-dire qu'il faut passer la main tout de suite à la justice. Je vous renvoie à mes débats avec Bercy, machin, etc. Mais là, on se rend d'escroquerie, donc à la rigueur, la question du verrou Bercy ne se poserait pas. Et quel est le service d'enquête? Parce qu'il faut des enquêteurs pour faire les enquêtes.
Quel est le service d'enquête naturel en France qui traite des escroqueries à la TVA? Je vous renvoie à l'article 28-2 du Code de procédure, 28-1, pardon, 28-1 du Code de procédure pénale. En fait, c'est le SNDJ, c'est le Service national de douane judiciaire. Et sur les régimes 42, on en parlait un peu, c'est ce qu'on appelle la mise en libre pratique sans mise à la consommation, c'est la Direction nationale de l'enseignement des enquêtes douanières. Donc en fait, pour que le système marche, vous avez un logiciel de détection précoce, et derrière, en fait, c'est la douane qui prend la main. Et donc, je vous laisse imaginer, en termes de structure administrative au sein du ministère des Finances, si vous avez une administration de 15 000 fonctionnaires qui démontre qu'elle est 2 fois plus performante en résultat de lutte contre la fraude qu'une administration de 100 000 fonctionnaires, que croyez-vous qu'il adviendra sur la répartition des moyens, la répartition des effectifs, la répartition des crédits, la mise en avant des résultats, etc. Et ne cherchez pas plus loin. La raison, elle est là. Elle n'est pas ailleurs. C'est que vous êtes en face d'un système où, pour qu'il fonctionne, si on veut qu'il soit plus efficace, on n'a pas besoin de changer la loi en France, on n'a pas besoin de changer l'organisation administrative, on a tous les moyens, on a tout ce qu'il faut, sauf que ça veut dire qu'il faut que vous judiciarisez les dossiers et que, par nature, parce que c'est comme ça et parce que c'est leur culture, les dossiers vont être traités par la Direction générale des douanes et droits indirects et non plus par la Direction générale des finances publiques. Et ça va à l'encontre de tout un processus qui est à l'œuvre depuis des années, qui est un processus d'hégémonie de la DGFIP, en fait la DGI, de la Direction générale des impôts, mais là je fais de la cuisine administrative, hein, c'est la science administrative quasiment. Il y a un processus d'hégémonie de la DGI au sein de la maison ministère du budget. Voilà. Et donc là, on aurait, par exemple, et par la culture de la performance et de l'efficacité, quelque chose qui bloquerait ce processus et qui démontrerait qu'une administration plus petite, mais en fait plus axée dans cette culture de la lutte contre la fraude rapide et la lutte contre la fraude à la TVA, puisqu'on est sur la marchandise, etc., on est dans la culture douanière, cette plus petite administration serait beaucoup plus performante, 2 fois plus performante. Et la vérité historique, c'est celle-ci. C'est là où on peut être, en tant que citoyen, encore plus embêté ou scandalisé que par les affaires de sécurité sociale, de fraude documentaire. Parce que traiter le problème de la sécurité sociale, de la fraude documentaire, ça va prendre quelques années. Là, en l'espèce, on sait qu'on peut le faire en 2-3 mois. On peut traiter le problème en 2-3 mois et on peut immédiatement intervenir. Il y a des gens de la Direction nationale de l'enseignement des enquêtes douanières dans la salle, ils peuvent confirmer s'ils le veulent. Et je vais passer la parole à Laurent Dacuzzi qui va vous expliquer techniquement comment ça marche et qui, je pense, va confirmer qu'on peut immédiatement trouver 6 à 8 milliards tous les ans sur la fraude à la TVA. Et là, tout de suite. Voilà. Et donc, par rapport à la situation actuelle, et ça fait des années qu'on peut le faire, vous comprenez bien qu'il y a un vrai sujet là encore, il y a un vrai sujet. Et là, c'est pas le politique, c'est pas les ministres, etc., puisqu'ils vont vous raconter. Les ministres, ils sont d'accord pour le faire. Je connais pas un ministre du budget qui vous dit, je trouve de 8 milliards d'euros d'économie, lequel est tout de suite en cours, évidemment. Et derrière, posez-vous la question, pourquoi le ministre dit oui et pourquoi l'administration ne le fait pas? Et ça fait 8 ans que ça dure. Et je repasse la parole à Laurent. Pendant ce temps-là, monsieur Hulot, précisez-vous quelque chose? Voilà, est-ce que les Belges n'ont pas eu finalement cette problématique et si on a dû gérer en fait cela à l'époque. Le premier titre, quand ça a commencé à marcher, c'était le service ici, l'inspection spéciale des impôts ne travaille plus, parce que justement on avait cette baisse de statistiques, et donc on a dû travailler ça entre nous, mais là on a vraiment l'intérêt général, quand les services de police, les services administratifs ont travaillé ensemble, et là il y avait l'intérêt général a pris le dessus par rapport à des intérêts particuliers, ou disons des intérêts de service, comme ils viennent de évoquer. Donc on avait le problème, mais là on a choisi donc, la voie de l'intérêt général. La sagesse vient de la Belgique. Laurent, allez-y. Oui. Alors, effectivement, ce que l'on voit, c'est qu'il faudrait sans doute plus de pragmatisme. Effectivement, en 2-3 mois, on pourrait démontrer assez rapidement, à travers les algorithmes d'un certain État membre. On a en plus, effectivement, la chance par cette coopération d'avoir des États membres qui proposent d'aider, et l'occurrence, dans le cadre de cette expérimentation, le ministère fédéral des Finances belge proposait même que leurs experts dans ce sujet puissent venir en France et travailler et collaborer avec la DGFIP pendant 2 mois pour justement les monter en compétence sur le sujet et faire cette expérimentation. Et depuis que nous l'avons proposé il y a 1 an, nous sommes toujours côte à côte, mais pas en œuvre sur les actions
dans les locaux de la DGFiP et avec les douanes. Donc oui, ça fonctionne dans beaucoup d'États européens. Quand la Grèce a eu aussi cette crise importante qui a été demandée par la Commission européenne qui a lutte contre la fraude, également ils ont été pragmatiques, les Grecs, ils ont demandé de l'aide, en l'occurrence par la Guinée parce et la Belgique a aidé la Grèce dans le cadre de la lutte contre la fraude. Et là, de nouveau, assez rapidement, il y a eu des résultats. Merci. Cher Luc, vous me dites 2-3 mots? Puis après, on laisse la place aux questions, parce que je pense qu'il va y en avoir. Et on a une troisième table, vous n'êtes pas encore sorti. Juste deux petits mots. En tant qu'ancien policier, j'ai eu l'occasion, il y a maintenant 20 ans, de travailler sur un très très beau dossier de fraude à la TVA, un joli carrousel qui m'a conduit en Belgique, d'ailleurs, à cette époque, sur une commission rogatoire internationale. Ce que je peux simplement dire de ce dossier, c'est que c'était très intéressant, mais j'en ai pleuré, parce que quand il est arrivé à la taille, tout l'argent était parti, et bien sûr, les comptes étaient clos, et les auteurs principaux étaient avec l'argent à l'étranger. On n'a été que les hommes et femmes de palais. C'est triste. Donc quand je suis arrivé dans la... Je me suis rappelé de cette triste expérience, qui était intéressante sur un point de vue intellectuel, j'entends bien, et policier. Et les banques sont capables et donnent tous les jours des informations très importantes sur la fraude à la TVA. Et je sais qu'il y a des compliance dans la salle. Les déclarations de soupçons sur la TVA, sur les fraudes et sur les entreprises, sont monnaie courante, des dizaines par jour. À traquer. Sur des dossiers en cours, sur des sommes monumentales, sur lesquelles on peut les déceler très vite. J'avais mis en place un système, alors ce qui n'est pas compliqué. Il faut toujours, dans une fraude à la TVA intracommunautaire, un défaillant. C'est comme ça que ça s'appelle. Les défaillants, ce n'est pas des grosses sociétés, parce qu'ils ne vont pas mettre beaucoup de pognon dedans. C'est des sociétés, des coquilles vides. Les coquilles vides sont dans ces sociétés de domiciliation commerciale, qui sont assujetties à la lutte contre le blanchiment. Combien ont été condamnés l'année dernière, du moins par la CNS, Commission nationale des sanctions? 4 seulement. Il y a exactement 10 000 sociétés de domiciliation en France, il y en a 4 qui ont été sanctionnées, dont une à 0 €, je précise, et que les 4 ont été sanctionnés pour 14 000 en tout. Donc, on peut y aller, on peut continuer. Comme c'est en société de domiciliation commerciale, les banques ne veulent pas ce type de clients qu'on sait être, qui vont servir qu'à faire des bêtises la plupart du temps. Alors les banques refusent le compte, donc il y a un droit au compte et on revient à la question au problème que je vous ai dit tout à l'heure. Et le droit au compte est devenu un droit à blanchir. Alors heureusement, il y a bien des lignes directrices de la CPR, c'est une des principes d'application sectorielle. J'étais à la commission de la CPR pour les écrire avec eux, j'y tenais beaucoup. Ça a permis d'améliorer le processus. On est capable très rapidement de déceler des fraudes à la TVA dès le premier mois. Le premier mois, c'est déjà 50-60 000 €. Le deuxième, c'est 250. Le troisième, c'est 500 000. Et il faut 2 mois pour clôturer un compte. Sécurité. Alors, juste une chose. L'Europe a perdu 150 milliards l'année dernière à la TVA. C'est ici, monsieur de Moscovici. C'est-à-dire qu'en 10 minutes de parole, c'est 3 millions d'euros. Et dans cette matinée, on aura perdu 70 millions d'euros. Merci. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous faire une proposition, parce qu'il faut quand même laisser de la place pour la troisième table. Je vais quand même vous faire une proposition. Comme on est dans une maison très démocratique, je voudrais vous proposer que Charles Pratt nous décortique la fraude à la TVA sur la taxe carbone. Enfin, on n'en a pas pour très longtemps, mais de façon à vous donner un exemple extrêmement concret de la façon dont le caprice à 1,6 milliard sur cette affaire-là aurait pu être évité. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on illustre un peu tout ça? Parce que autant la fraude sociale c'est concret, autant la TVA pour des particuliers ça peut être un peu abstrait. Charles, tu peux nous faire ça en 6 minutes? Parce que en fait c'est simple. Oui, c'est simple. C'est triste. C'est tristement simple. C'est parce que c'est si simple que c'est dramatique. Bon, en fait, l'histoire de la fraude à la taxe carbone. Doucement. Oui, le CO2, l'affaire Bunex, vous la connaissez. Enfin, vous avez vu la presse, vous avez vu des films, etc.
En gros, c'est très simple, le CO2. Vous connaissez le protocole de Kyoto, à l'époque, vous aviez... on a toujours cette histoire, ça fait quelques années maintenant, mais on va reparler après, on verdit la fiscalité. Les dirigeants ont trouvé une super idée depuis 15 ans, c'est de repeindre les impôts en vert. Comme ça, ils se sont fichés à pouvoir les augmenter, les impôts, et puis les gens, on va leur dire que c'est pas bien s'ils sont pas d'accord, parce que c'est vert, c'est pour sauver le monde. Les impôts vont sauver le monde. C'est assez amusant, comme vous savez. Et donc, revenons au protocole de Kyoto. Il a été décidé à l'époque que les entreprises auraient des quotas de dioxyde de carbone, donc de pollution, et qu'elles ne devraient pas dépasser ces quotas-là. Et si elles les dépassaient, elles devraient en racheter, donc on donnait un prix à la tonne de carbone, elles devraient racheter les quotas, et celles qui étaient, entre guillemets, vertueuses, qui émettaient moins de dioxyde de carbone, pourraient revendre, elles, ces quotas. Et donc, ce système, le protocole de Kyoto, impliquait la création d'un marché secondaire, une bourse sur laquelle ceux qui avaient des quotas pouvaient les vendre, et ceux qui en avaient besoin pourraient les acheter. Et donc, avec un équilibrage des prix sur le marché. Donc, ça s'est fait. Et en France, cette bourse s'appelait Bluenext, c'était une filiale de la Caisse des dépôts et de consignation et de Isonext. C'était très content, d'ailleurs, ça va devenir la première place financière européenne d'échange de quotas de CO2 au moment de la mise en place effective de tout ça en 2008. Mais alors, comme on est en Europe, et qu'en Europe, une grande caractéristique, c'est qu'on ne se met jamais d'accord sur rien en matière de fiscalité, vous avez des pays qui avaient décidé qu'il n'y aurait pas, pour la faire simple, qu'il n'y aurait pas de TVA sur les quotas de CO2, et des pays comme la France, qui adorent mettre des taxes sur tout, avaient décidé qu'il y aurait une TVA à 20 points, à l'époque, sur les quotas de CO2. Et donc vous étiez en face d'un système super simple. Vous savez, nos bons vieux carbouzélistes de TVA, toujours nos bons vieux clients, vous avez un client satisfait, un client qui revient, c'est ce que je disais quand je te voyais. Moi j'étais dans le marché particulier, j'étais sur l'or, sur le bijou. Donc moi mes clients, on les comptait sur les doigts des deux mains. Donc c'était vraiment très satisfait de travail, parce qu'ils revenaient tout le temps. Mais bon, en matière de TF, c'est la même chose, de TVA. Donc les gars, ils se sont dit, bah, ouais, génial, on va arrêter de faire du textile, des composants électroniques, la téléphonie, etc. On va faire du quota carbone parce que c'est encore mieux, c'est totalement dématérialisé, on n'a même pas à s'enquiquiner à faire du transport avec ça. Et donc ils ont créé des tas de boîtes qui étaient prêtes à investir le marché avant même son ouverture, parce que bien sûr, comme on est des gens très intelligents et qu'on ne fait jamais d'ingénierie sur les fraudes potentielles qui peuvent intervenir quand on crée un nouveau dispositif, personne n'avait pensé à mettre des barrières à l'entrée sur le marché sur Bluenext. Donc les gars qui sont arrivés, c'est eux qui ont pris le marché. Donc ils ont commencé à faire des transactions. Globalement, le schéma c'était simple, c'est d'aller acheter quelque part un quota carbone hors taxe pour le revendre en France, TVA comprise. Et vous connaissez un peu le système. TVA déductible, TVA collectée, vous faites votre auto-liquidation, à la fin du mois, vous faites votre 7.3 et vous allez payer au trésor la différence entre ce que vous avez collecté et ce que vous pouvez déduire. Là, en l'espèce, vous ne faisiez que de la collecte et pas de déduction puisque vous achetiez hors taxe. Donc un quota acheté 100 dans un pays où il n'y avait pas de TVA, vous le revendiez 120 sur Bluenext, et les 20, vous étiez censé les reverser à la fin du mois au trésor public. Sauf que là, le principe, c'est de rien reverser du tout. C'est du défaillant pur et dur. On ne va même pas aller jusqu'à faire des flots, etc. à la rigueur. Vraiment, le concept intellectuel du truc, c'est que c'est limite, coucou, au revoir, et puis on attend les 6-8 mois que les impôts se réveillent, et on a tiré le rideau, puis on commence à côté avec une boîte qui, bien sûr, est gérée par un gérant de paille, un type qu'on va trouver à droite à gauche, etc. Bon. Donc, intellectuellement, très simple comme fraude. Voilà. Et puis, comme vous multipliez les transactions, alors Jean-Alpha pourra en parler peut-être mieux que moi, parce qu'il était né dans le guidon là-dessus après vous. Et ben, ça mettra après toi. Voilà, vous multipliez le gain financier. Alors ça a commencé à l'automne 2008. C'est important par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, parce que si on avait appliqué les techniques à l'association de malfaiteurs, dès que vous aviez eu une déclaration de soupçon de trafic qui sont arrivées à l'automne 2008, vous mettiez les mecs sous surveillance, sur écoute, vous les regardiez, vous vous rendiez compte qu'ils étaient en train de faire quelque chose de très net, vous attendiez la fin du mois pour voir la déclaration fiscale de CA3, quelle date il avait, et puis si les mecs qui ne faisaient pas le CA3, vous aviez tous les éléments constitutifs d'association de malfaiteurs, vous commettre une escroquerie en bande organisée à TVA, qui était constituée, vous arrêtiez les mecs tout de suite. Et la fraude carbone, elle s'est arrêtée en novembre 2008. Alors que là, elle a perduré pendant des mois et des mois.
Tracfin a finalement prévenu le parquet financier en février 2009, qui a ouvert une réunion, qui a finalement ouvert une information judiciaire, c'est Belle Bonnet, si je me rappelle bien. Je me rappelle, j'étais à Saint-Barth à ce moment-là. Ben non, parce qu'il se trouve que, bon, bref, non, je ne parle pas de Saint-Barth. Mais il y avait un truc à Saint-Barth. Et du coup, la décision a été prise à un moment donné sur un week-end de supprimer la TVA sur les quotas carbone. C'est la première fois que la France supprime un impôt parce qu'elle ne sait pas comment lutter contre la fraude à cet impôt. Et le jour de la réouverture de la bourse, après la suppression de l'impôt, qu'est-ce qui se passe? Le volume des transactions s'écroule de 90%. C'est-à-dire qu'on a la démonstration que 90% des transactions sur Euronext, sur la bourse des quotas carbone, n'étaient là que pour servir de support à des escroqueries à TVA. Un truc de fou. Et alors, ça a quand même coûté cette histoire-là à 5 petits milliards à l'Union européenne, aux France pays de l'Union européenne. Donc, à minima, sur le rapport des comptes, un exercice pour la France. Voilà. Et 10 ans après, on est toujours avec les causeries judiciaires de ça, parce qu'on a quand même couru derrière Bonhomme, on en a attrapé quelques-uns. Il y en a quelques-uns en prison quand même, on a fini par rattraper les 10 ans. Mais par contre, l'argent, j'aimerais bien savoir quel est le taux de recouvrement de la Direction générale des finances publiques, du Trésor public, sur cet argent qui a été volé. Et à mon avis, il ne doit pas être très élevé. Et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le problème en matière de fraude aux finances publiques, c'est pas tellement d'arrêter les mecs et les mettre en prison, à la rigueur, ça on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est éviter qu'on nous vole de l'argent. C'est comme en matière de terrorisme, on essaye d'arrêter les terroristes avant que la bombe éclate. En matière de finances publiques, il faut arrêter le fraudeur avant qu'il ait fraudé. Il n'y a qu'une seule manière pour le faire, c'est l'association de malfaiteurs, c'est ce qu'on vous expliquait tout à l'heure. Et en matière de TVA, c'est la combinaison de l'application de la procédure pénale, de l'utilisation des données et de l'utilisation des logiciels de détection précoce, comme ça se fait maintenant dans 10 pays européens. Et il y a chez nous qu'on ne fait pas, et on peut se demander pourquoi. On n'est pas plus bête que les autres, et a priori je pense même qu'on peut aller plus vite et plus fort que les autres, parce qu'on a toutes les personnes idoines, et mon petit doigt me dit qu'ils n'attendent que ça, qu'on leur donne ce type de moyens pour pouvoir cracher le rat de vie. Merci Charles de nous rendre la fiscalité aussi ludique, oui. On peut dire ça comme ça. On le savait, mais vous voyez, c'est quand même bien en disant qu'on a pris, parce qu'on aurait pu commencer par cette type d'école. Mais enfin, vous avez raccroché les morceaux, je suis sûr que vous avez raccroché les wagons de toutes ces explications très bien. Il est 46, je vais donner 15 minutes à la salle, si vous voulez, sinon on passe à la troisième table, on pose toutes les questions en même temps. Mais on peut peut-être prendre 3-4 questions sur la TVA si vous en avez, sinon je prends la table suivante pour qu'on avance un peu. C'est comme vous voulez. Oui, allez-y. Vous n'avez pas posé la question sur la fraude fiscale, mais là vous y êtes. Alors, ça devrait marcher. Je suis d'à côté alors. non plus. Ah. Oui, ça marche pas. Moi, je veux parler. Mais c'est pour l'enregistrement. Ah. Approchez-vous alors. Peut-être un peu fonctionner. Voilà. Alors, je me représente, c'est Mohamed Asli, analyste financier chez le groupe Crédit Coopératif. Donc en fait, ma question, elle est... Vous n'avez pas changé depuis tout à l'heure. Non, je suis en train de changer à fur et à mesure. C'est une bonne nouvelle. Alors, en fait, sur l'optimisation fiscale, en fait, j'ai deux questions. D'abord pour les personnes physiques et pour les personnes morales. Pour les personnes physiques, la question que je me pose, est-ce que la France, par exemple, est-ce qu'on peut faire en fait comme les États-Unis, c'est-à-dire que tous les citoyens français, peu importe où ils sont dans le monde, ils payent leurs impôts en France. En fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que le système français est l'un des systèmes, je dirais, le meilleur au monde, comparant par exemple au système américain qui a un petit problème au niveau de la sécurité sociale, par exemple, au niveau de... on a une sécurité sociale quand même qui est assez solide comparant à d'autres pays. Donc en fait, la question est, est-ce que c'est possible aujourd'hui que tous les citoyens français, peu importe leur plage géographique dans le monde, payent leurs impôts en France? Donc ça c'est pour les personnes physiques. Pour les personnes morales, ma question elle est plus en fait pour certaines entreprises en fait
où là, en fait, on appelle ça de l'optimisation fiscale, mais derrière, en fait, c'est de la fraude. C'est comme en fait où il y a des lois qui sont votées, où on autorise par exemple qu'il y aura un crédit d'impôt si on fait un certain don à certaines organisations. C'est une niche. C'est une niche qui est très importante. Donc, ma question en fait, est-ce que c'est possible de cadrer? Est-ce qu'aujourd'hui on peut cadrer? C'est-à-dire quand on fait un don, au moins pour que les associations soient agréées par l'État pour que la personne puisse, ou la société publique puisse bénéficier du crédit d'impôt. Merci. Bon, alors le cadre, c'est la loi de finances, donc ça c'est simple. Les associations, elles sont déjà agréées, sinon il ne peut pas y avoir de déduction fiscale. Et pour la territorialité de l'impôt, les Américains ont un droit qui a une exterritorialité du droit américain qui est une spécificité, parce qu'il y a une exterritorialité du dollar, parce qu'il y a une puissance de frappe américaine qui fait que les citoyens américains sont soumis à des règles partout dans le monde. D'ailleurs, si un Américain veut ouvrir un compte en France, ou si vous voulez, il y a toute une petite case au moment si vous êtes ressortissant américain, parce que l'administration fiscale américaine, qui est la seule à avoir pu faire un certain nombre de choses contre Al Capone, parce que les services n'y arrivaient pas, il n'y a que le fisc américain, et une force de frappe absolument extraordinaire, et fonctionne, on pourra en parler dans l'optimisation, je pense qu'il n'y a pas trop de choses à dire, c'est la loi, et normalement on y veille. Alors on ne peut pas ce matin parler par exemple des prix de transfert, mais il y a beaucoup de mesures qui ont été prises ces 2 dernières années pour notamment, vous savez, les entreprises peuvent avoir des schémas d'optimisation fiscale, ce qui est légal, parce que sinon il y a peut-être des cabinets d'avocats qui mettraient la clé sous la porte. Et maintenant il y a une obligation de soumettre les schémas d'optimisation aux services compétents de Bercy, de façon à homologuer ces services, ces systèmes. Donc il y a une vraie amélioration des dispositifs là-dessus. Après on passe dans la fraude, mais ça c'est un débat qu'on aura sûrement très prochainement, qu'on a déjà eu dans cette maison sur la fraude fiscale des entreprises, des groupes internationaux, etc. Là aujourd'hui, sur ce que vous nous dites, c'est évidemment possible, c'est le cadre, c'est la loi de finances, et la volonté politique qui va avec. Oui. Moi, j'ai repéré quelque chose d'assez contradictoire dans ce que vous disiez. L'ensemble des intervenants, vous dites qu'il y a 150 milliards de fraude à la TVA en Europe, et c'est vrai, c'est ce que montrent les rapports du Parlement européen. La France pèse bien 10% du PIB en Europe, pas tellement plus, pas tellement moins. Et donc on se retrouve, il est tout à fait logique que la fraude en France soit de 10 milliards d'euros. Et vous dites que la France est nulle. Est-ce que ce n'est pas les lois de l'Union européenne et les directives de l'Union européenne qui sont nulles et qui posent un problème à être appliqué, puisque, en fait, l'ensemble des pays perdent à peu près la même chose, à part les Belges qui ont l'air d'être super intelligents. C'est pas l'ensemble des pays qui perdent. Non, c'est que la moyenne, en fait, c'est 12% pour l'Europe. La France est à 12%. La Grèce est à 30% et dans les pays du Nord, c'est 2%. Donc, est-ce qu'on pourra dire tout va bien parce qu'on est meilleur que les Grecs et les Espagnols à 25%, ou est-ce que tout va mal parce qu'au Nord, c'est 2%? Je pense que on est dans la moyenne, mais c'est la moyenne européenne n'est pas forcément bonne. Il ne faut pas se réjouir de perdre 12%, c'est sûr. Mais c'est pas parce qu'on est dans la moyenne qu'on doit s'en contenter. Je pense. Alors, donc, il y a en fait un peu un mélange des choses. Dans cette vieille filière, ça englobe une série de choses, des choses très différentes, et notamment des irrégularités, etc., des privilèges nationaux. Et donc là, on parle du grand gap TVA. Vous pouvez nous sous-titrer parce que VA, gap. Donc c'est le tout TVA en fait. C'est le tout TVA, mais un calcul top-down, donc macroéconomique, dirons-nous. Et donc c'est là-dessus, il y a une confusion par rapport à la fraude communautaire, donc la fraude vraiment faite par les organisations qui représentent une partie. Et là, cette partie est très volatile par rapport aux États membres. On peut passer de 0 à 20%. Et comment je peux dire ça? C'est pas parce que les gens sont plus intelligents, mais qu'en fait, moi j'utilise des approches bottom-up. Donc quand je donne un chiffre, en fait, c'est la somme des sociétés
qu'a posteriori, j'ai pu remarquer qu'il y avait fraudé. Je peux donner ça pour l'ensemble du pays. Et là, j'ai vraiment la liste avec les montants, des transactions qui ont été faites. Et je suis sûr que ces évaluations, donc les évaluations top-down, je suis un peu, donnent des réponses autour de grandeur, mais je peux vous dire que les évaluations bottom-up, elles sont là. Et là, c'est la facture. C'est la facture qui se présente à la fin de l'année, mais toujours a posteriori. Vous vous dire, ah, j'ai perdu. Voilà. Donc là, c'est par rapport à ça. Et par rapport à cette remarque, effectivement, on serait plus intelligent en Belgique. Non, on a une méthode, une recette qui fonctionne, et moi, je serai le premier à pouvoir l'appliquer et montrer, effectivement, voilà, est-ce qu'on peut l'appliquer en France ou pas? Je demande simplement ça. Pour moi, il faut simplement 2 réunions préparatoires de 2 jours, et je proposais sur mes vacances 1 semaine d'analyse. On dit 1 semaine d'analyse approfondie, et là, on aurait la conclusion. Oui ou non? Et moi, je suis ouvert à cette proposition. C'est quand même pas, disons, en termes de return on investment, je ne suis pas si cher. Mais pour convaincre, moi je comprends je comprends pour quelqu'un qui a une solution, voire qu'elle n'est pas appliquée, c'est extrêmement. Oui, bah, on est un certain nombre dans cette maison à avoir des idées de génie qui ne sont jamais appliquées, et on sait que c'est très énervant. Monsieur Labarthe, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je m'appelle Bruno Collin, je suis de la direction des enquêtes douanières. Je parle à titre personnel, pas au titre de mon administration. Oh, c'est pas grave. Je voulais juste abonder dans le sens de ce qu'indiquait Charles, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que la problématique, c'est un poids administratif qui, pour des raisons pragmatiques, je ne sais pas, pour des raisons qu'on ne nous explique pas en tout cas, on ne dit pas tout, c'est ça le point. On ne comprend pas pourquoi, alors qu'il y a des actions assez simples à mener, comme le propose Yannick Hulot, il y a des moyens. Pourquoi on n'utilise pas ces moyens? En fait, ça tient, je pense, à une culture administrative qui est qu'en termes de redressement fiscal comme l'enquête douanière, on a un management par objectif. C'est-à-dire que chaque année, vous devez faire X millions, milliards, etc. de redressement. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour un enquêteur? Vous détectez une fraude sur 10, 15, 20 conteneurs à l'importation, et cette fraude, si vous l'arrêtez tout de suite, elle va vous rapporter, mettons, 150 000 €. Si vous attendez un peu, 1 an, 2 ans, elle va vous rapporter 150 000, elle va vous rapporter 2 millions, 3 millions, 4 millions. Quand je dis vous rapporter, c'est-à-dire qu'au niveau de la notification d'infraction, vous allez pouvoir notifier et obtenir donc un résultat au final très important. Mais en revanche, en termes de recouvrement, on l'a dit plusieurs fois, c'est 0. Parce qu'entre-temps, la société a disparu, son compte bancaire a été vidé, elle n'a absolument aucun lien, donc on ne recouvre rien. En termes de redressement fiscal, on va être très content, parce qu'effectivement, on a tenu nos objectifs. En termes de recouvrement derrière, rien. Donc effectivement, la détection précoce est plus difficile à adopter, parce que la détection précoce signifie que vous allez fermer le robinet très rapidement. Donc en termes de résultats contentieux, vous allez avoir des petits dossiers, et des milliers de petits dossiers. Mais en termes de résultat final, effectivement, le contentieux fiscal risque de s'écrouler. Vous êtes en train de nous dire que notre administration joue comme des subprimes, et voilà, c'est quand même un peu terrifiant. Parce que voilà, c'est comme ça que le marché s'est écroulé en 2007. La crise financière est née de ce type de bénéfices des traders sur des grosses transactions plutôt que sur des transactions sécurisées. C'est bien, on va sortir beaucoup plus optimiste. Je prends encore une question. Oui. Oui, bonjour, Diego Dura, je travaille plutôt dans la santé, donc la fraude sociale m'intéresse, et la TVA, je connais bien. Je me posais une question par anticipation. Est-ce que vous avez envisagé une nouvelle sorte de fraude qui sera celle du prélèvement à la source? De toute façon, je ne sais pas. Et puis si je savais, je ne donnerais pas de recette parce qu'on est filmé. Mais il y a une chose de sûre, c'est qu'il y a autant de fraude que d'impôts. Donc dès qu'on crée un impôt, on crée la fraude qui va bien avec. Hein, donc, parce que comme la TVA est collectée par les entreprises, je me disais que le fait que ce soit collecté par l'entreprise, voilà. Effectivement, je ne veux pas dévoiler des nouvelles idées. Les spécialistes ont peut-être vous répondre. Bon, ça semble évident qu'à chaque fois qu'il y a un problème. Bien, alors écoutez, je vais vous remercier, messieurs. Je vais appeler Virginie Pradel et Frédéric Bouot et Charles, on dit tout ça.